Merci beaucoup de m'avoir invité parce que je retrouve Bordeaux avec beaucoup de plaisir. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la crise de la biodiversité. Donc, je m'appelle Marie-Charlotte Anstad, je suis chercheure au CNRS et je travaille au sein du laboratoire Biogéosciences de l'Université de Bourgogne. Donc, je passe d'une région viticole à une autre. Et actuellement, je travaille dans une équipe qu'on appelle le CRC. Donc, c'est un centre de recherche en climatologie. Et j'essaie un petit peu de faire le lien entre la climatologie et les changements biologiques qu'on observe aujourd'hui. Donc, ici sur la diapo, bah, je vous ai mis un petit peu tous les organismes sur lesquels j'ai travaillé. Donc en fait, je suis spécialisée sur les interactions entre espèces. Donc chaque fois que je travaille sur une plante, comme par ici la vigne, je travaille aussi sur un insecte, ici la cicadelle de la flavescence dorée. J'ai travaillé beaucoup en milieu tropical sur de la pollinisation de ficus ou de palmiers. Et puis aussi sur différentes espèces d'oiseaux. Et j'ai aussi eu un centre équestre pendant quelques années. Je suis monitrice d'équitation, mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Donc pourquoi vous parler de la biodiversité? On a été embêté par une crise Covid qui nous a paru déjà énorme. On est toujours à risque d'une récession. On commence à envisager que le changement climatique va représenter un certain nombre de problèmes pour nos sociétés. Mais en fait, la disparition de la biodiversité risque d'être encore plus importante. Et si vous voulez un exemple, cette petite crise Covid est en fait déjà le résultat d'une disparition de la biodiversité. Alors, au niveau scientifique, comme on a le GIEC pour le climat, on a une association qui s'appelle l'IPBES, je vous donnerai la signification tout à l'heure, qui l'année dernière en fait a publié un premier rapport commun avec le GIEC, qu'on appelle IPCC en anglais, sur la relation entre la biodiversité et le changement climatique. Donc, ce rapport montre en fait que limiter le changement climatique et le réchauffement global et protéger la biodiversité sont en fait deux objectifs qu'il ne faut absolument pas opposer, mais c'est en fait deux objectifs qu'il faut traiter de la même façon parce que les deux vont se renforcer l'un l'autre. Et que s'occuper d'un seul de ces deux problèmes ne serait pas soutenable à moyen, voire court terme. Donc le GIEC ou IPCC, c'est un groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat qui a reçu le prix Nobel en 2007, en même temps que Al Gore. C'est un organisme en fait où les rapports sont écrits par des scientifiques mais approuvés par tous les États de façon à avoir un petit peu un poids d'état des lieux à un moment donné et de façon à ce que ces rapports ne soient critiqués par personne et en particulier qu'on n'ait pas de fake news d'un gouvernement ou d'un autre. L'IPBES a été construit exactement sur le même modèle. L'IPBES, cette association de chercheurs, a le même poids scientifique et politique que le GIEC, mais il est encore bien moins connu. Alors, après ce petit rappel, qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Alors, la biodiversité, on peut la définir à différentes échelles, en fait, de la molécule d'ADN, on a par exemple une diversité génétique, jusque à l'écosystème, donc des groupements d'espèces qui interagissent entre elles.
on peut la définir aussi comme l'ensemble des êtres vivants et des écosystèmes dans lesquels ils vivent. En fait, c'est la diversité de tout ce qui est vivant et on a différentes mesures de cette biodiversité. Alors un petit peu comme pour l'intelligence qui nous intéresse aussi dans cette association, on n'a pas de mesure directe, on a plein de façons de la mesurer. Et ben la biodiversité, c'est un peu pareil, on n'a pas une seule mesure, on en a plein. Et selon la question qu'on se pose, on utilise la bonne mesure. De façon classique, et c'est la définition que j'utiliserai ici, je vais utiliser comme le nombre d'espèces comme une mesure de la biodiversité parce que c'est relativement facile à compter et compréhensible par tous. Alors, au niveau de la biodiversité, au niveau des espèces, en général, le grand public est surtout intéressé par les mammifères, éventuellement des choses qui font un peu peur, les requins, hein, on les a ici, voire quelques crocodiles ou des tortues, et c'est en général la biodiversité du grand public. En fait, on a aussi tout ce qui est plantes, tout ce qui est un peu plus caché, poissons. On trouve encore des passionnés de serpents. Et puis, cette biodiversité ici, on va dire du grouillant et du rampant, du plus petit, est en général très mal connu du grand public, mal perçu. Hein, on les aime pas, ne serait-ce que les vers de terre, ou les insectes, les méduses encore moins, surtout quand on a envie d'aller se baigner. Et il existe aussi une dernière diversité microbienne, qui est, à part pour la fabrication des vins et des fromages, et du pain aussi, en général très mal perçue par le grand public. La biodiversité du chercheur, en fait, c'est le triangle inverse. Les vertébrés, c'est de l'ordre d'1 million d'espèces à peu près. Et toute cette biodiversité repose en fait beaucoup plus sur les plantes, sur les insectes et les invertébrés. Et avant tout, l'essentiel de la biodiversité terrestre, c'est des choses qu'on ne voit pas, à part avec un microscope. Et toute cette biodiversité invisible à l'œil nu est en fait le fondement, la base sur laquelle les autres espèces peuvent se développer. Et on s'aperçoit qu'en prenant juste en compte les facteurs climatiques de modification du climat, on arrive à des taux, on peut avoir des prédictions de taux d'extinction. Donc ici, d'ici à 2080, et c'est tiré d'un rapport du WWF, donc le World Wildlife Fund, de 2018. Donc ici, vous avez en zone méditerranéenne des probabilités, des pourcentages d'extinction, pardon, en fonction du scénario de changement du climat mondial, qui sont les scénarios du GIEC, et pour les différents groupes d'espèces. Donc, actuellement, on a abandonné ce scénario de 2 degrés, on sait qu'on n'y arrivera pas. On espère être sur le scénario 3,2, mais on n'a pas encore écarté la possibilité d'être sur le scénario le plus pessimiste. Et on s'aperçoit que on a 2 types d'espèces. On a des espèces avec dispersion, c'est-à-dire qui sont capables d'échapper à un réchauffement ou à une modification climatique locale en migrant, en volant, en se déplaçant d'une façon ou d'une autre et en remontant vers le nord. Et par contre, d'autres espèces ne sont pas capables de se disperser suffisamment vite. Et ces espèces sans dispersion vont subir des taux d'extinction plus forts que les espèces capables de dispersion dans l'espace. On s'aperçoit que même si on prend le scénario qui est aujourd'hui un scénario plutôt optimiste, on arrive à des taux d'extinction de 30 à 50%. Si on prend le scénario plus catastrophique
qui n'est pas encore écarté, on arrive en zone méditerranéenne à des taux d'extinction plutôt de l'ordre de 60% à l'horizon 2080, donc demain. Donc ceci en zone méditerranéenne, donc par exemple le sud de la France. Mais si on va dans des zones plus sensibles, ici par exemple les forêts de Miombo, donc dans le sud de l'Afrique, qui sont des savanes boisées, ces savanes vont être beaucoup plus sensibles au réchauffement climatique. Et là, sur le même genre de tableau, on s'aperçoit qu'avec un scénario, on va dire probable, on monte déjà à des taux d'extinction entre 60 et 80% d'extinction d'espèces à l'horizon 2080. Et on peut même monter jusqu'à 90% de disparition des espèces avec le scénario pessimiste. Donc, quand on parle de crise de la biodiversité, c'est que vraiment ça va taper très fort. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Jusqu'à présent, c'était des projections. Donc là, je vous ai mis l'indice planète vivante, donc toujours de la même association, du World Wildlife Fund, qui suit beaucoup le nombre d'espèces et qui fait des synthèses des publications scientifiques. Et on s'aperçoit qu'entre 1970 et 2016, la taille moyenne des populations de vertébrés sauvages a diminué de presque 70%. On n'est pas sur des extinctions d'espèces, mais avant que l'espèce s'éteigne, bien entendu, la taille de population diminue. L'IUCN, donc, qui est un organisme international pour la conservation de la nature, estime qu'aujourd'hui, 30% des espèces sont menacées d'extinction. Et voilà, selon le groupe d'organismes, c'est un peu plus, un petit peu moins, mais on estime qu'aujourd'hui, un tiers des espèces sont en danger d'extinction à court terme. Et le sous-titre de ma conférence était la 6e extinction. Parce que depuis l'apparition de la vie sur Terre, on a déjà eu 5 extinctions dans le monde vivant qui correspondent aux différentes aires géologiques. Et ici, je vous ai juste mis les taux d'extinction qu'on a observés dans ces différentes extinctions. Alors on en a des très méchantes avec des disparitions de 95% des espèces, et puis des, on va dire, un peu moins méchantes. Hein. L'extinction des dinosaures, c'est 75% des espèces qui ont disparu suite à l'impact d'un astéroïde et a priori activité volcanique conjointe. Donc voilà, aujourd'hui, l'impact de l'homme sur la planète est tel que d'ici 2080, on va arriver à une extinction des espèces similaire en termes de taux de disparition à l'extinction des dinosaures que l'on connaît bien. Donc on peut réellement parler de crise parce que le milieu qui nous environne va changer radicalement. Alors pourquoi ? Eh bien, si on vit cette crise, c'est parce que la planète entière, l'homme s'est en fait approprié l'ensemble de la planète. L'homme est une espèce qui a un taux de reproduction exceptionnel, qui a réussi à coloniser la totalité des terres immergées et qui a utilisé beaucoup de ressources. Ici, donc on a une surexploitation des ressources, on a une transformation des habitats, regardez par exemple les plaines agricoles en France. On a eu des invasions biologiques parce que l'homme a déjà modifié la répartition de différentes espèces. Et puis l'homme a aussi modifié beaucoup de ses ressources ici pour en faire des produits chimiques qui n'étaient pas connus sur Terre avant. Et toutes ces modifications en fait, de la Terre ont des impacts directs sur la biodiversité ou des impacts indirects à travers les modifications du climat. Donc ce climat, on va avoir des dérèglements climatiques, hein, ce n'est pas juste un réchauffement.
on va avoir d'autres soucis. On va avoir une augmentation du niveau de l'océan mondial, en sachant que l'essentiel des populations humaines est situé le long des côtes, ça va poser aussi des problèmes à assez court terme. Et directement ou indirectement, cette appropriation de toutes les ressources de la planète par les humains va causer des extinctions d'espèces en chaîne et des modifications des fonctions écosystémiques. Alors, qu'est-ce que j'entends par fonction écosystémique? Alors, ah oui, si, je vous ai mis. De temps en temps, j'emprunte des diapos à des collègues, donc je remercie Jacques Blondel de m'avoir autorisé à utiliser ces diapos. Voilà. Quand je vous dis une planète appropriée par les humains, je peux vous montrer quelque chose de plus concret. Donc, c'est quelque chose qui est bien connu maintenant. Vous avez ici la biomasse des mammifères qui vivent actuellement sur Terre. Donc l'espèce humaine représente un petit peu moins d'un tiers de la biomasse totale des vertébrés sur Terre. Le bétail humain, donc les animaux élevés par les humains, en particulier pour leur consommation, représentent plus des 2 tiers de la biomasse des vertébrés sur Terre, et on laisse un petit 2,6% pour les mammifères sauvages. On s'est donc approprié une bonne partie des ressources. Alors, cette biodiversité, elle a des fonctions. Hein. On a des écolos un peu ancienne mode qui fait que compter des espèces, épingler des papillons. Là, je vais vous parler de biodiversité fonctionnelle. À quoi ça sert? Eh bien, cette biodiversité, elle a des fonctions, elle offre des services, et ces services, elle les offre en particulier à l'homme. Et le problème, c'est que l'homme, à travers le changement global et tous les changements anthropiques, a perturbé, tellement modifié la planète, qu'elle a perturbé ses fonctions et ses services qui risquent fort de diminuer en même temps que la biodiversité chute. Donc ici je vous ai mis le début en fait du résumé pour les décideurs de l'IPBES, donc le GIEC de la biodiversité. Donc c'est le résumé pour les décideurs. Le rapport complet, hein, c'est une encyclopédie de 800 pages où vraiment tout le monde peut aller chercher le détail dont il a envie. Le résumé pour les décideurs doit déjà faire de mémoire une 50aine de pages. C'est assez lourd hein, parce qu'il y a de la data. Et le premier point important de ce rapport est que la nature et ses contributions vitales aux populations qui ensemble constituent la biodiversité et les fonctions et services écosystémiques se détériorent dans le monde entier. Première chose, personne n'est épargné. La nature est essentielle à l'existence humaine et à une bonne qualité de vie. La plupart des contributions de la nature aux populations ne sont pas intégralement remplaçables et certaines sont même irremplaçables. Donc ça veut dire que ce qu'on perd aujourd'hui, on ne le regagnera plus. Par exemple, avec voilà, les événements en Ukraine, récemment, on a dit, puisqu'on va avoir des problèmes d'approvisionnement en blé et en certains autres produits agricoles, on n'a qu'à remettre les jachères de la communauté européenne en culture. On fait ça pendant 1 an ou 2 tant qu'on a des problèmes d'approvisionnement, et puis après on remettra des jachères. Ça peut paraître une bonne idée, effectivement, si on a besoin de blé. Ben non, parce qu'on a des jachères qui sont là depuis 10 ans, et le problème c'est que si on les retourne, tout ce qu'on a fait comme effort, on le redétruit à nouveau. Donc la bonne idée on va retourner les jachères pour avoir un petit peu plus de blé, en fait c'est complètement stupide parce que quand on retourne la jachère, ce n'est pas remplaçable.
on le détruit. On prend la biodiversité, on la déchire, on la met à la poubelle et on met le feu à la poubelle. Donc, l'autre chose, c'est ok, on aime bien aller dans la nature, on aime bien se promener, on aime bien voir de la verdure, mais qu'est-ce que sont un petit peu ces services écosystémiques? Donc, là, il y en a quelques-uns, et puis je vais les reprendre derrière. Donc, tous ces processus de fonctionnement de la biodiversité, voilà, c'est ce qu'on appelle la nature, et c'est la nature qui maintient la qualité de l'air, tout l'oxygène que nous respirons est produit par les plantes, qui maintient la qualité des eaux douces, la qualité des sols, dont l'humanité est tributaire, hein, parce que plus de sol, plus d'agriculture, plus de nourriture. Ça distribue l'eau douce. La biodiversité régule le climat. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas les effets directs des émissions de CO2. On a des effets qui sont filtrés par la biodiversité qui a limité l'impact de l'augmentation des taux de CO2 sur l'augmentation des températures. Hein. Et puis, plus au niveau agricole, ça assure la pollinisation, donc la production de quasiment l'ensemble des fruits que vous pouvez déguster. La lutte contre les ravageurs, et ça atténue aussi l'impact des aléas climatiques. Donc, si on résume, enfin non, je vais redévelopper en fait, ces fonctions, services et processus écosystémiques, on les sépare. Alors c'est parfois un petit peu artificiel, mais ça permet quand même d'avoir une meilleure idée de quoi on parle. On a des fonctions de régulation. Ça va être la régulation du climat, la purification de l'eau, de l'air, la limitation de l'érosion des sols, le recyclage de beaucoup de déchets et le contrôle des pathogènes. Okay. Donc là, on est sur des fonctions de régulation. On va souligner contrôle des pathogènes. Pourquoi on a eu cette crise de Covid ou les SARS ou les épidémies d'Ebola? C'est parce que cette régulation des pathogènes par la biodiversité ne s'est pas faite. Si vous êtes intéressé, je peux vous recommander les travaux de Serge Morand là-dessus. Donc en plus de ces fonctions de régulation, on a des fonctions d'auto-entretien. Par exemple, le cycle des nutriments dans le sol, l'entretien des sols, la production primaire, donc ça c'est tout ce qui est végétal, donc de l'herbe. Par exemple, si on veut faire grandir nos bovins, il faut quand même les alimenter avec cette production primaire. Tout ce qui est pollinisation, dispersion des graines. On a aussi des services d'approvisionnement. Alors cela, on voit mieux ce que c'est. Hein. C'est tout ce qui est alimentation en eau, en bois, en fibres, éducatif et récréatif. Et la perte de la biodiversité, cette 6e crise d'extinction biologique, en fait, plus que la disparition d'une espèce ou d'une autre, c'est la disparition de ces services écosystémiques qui va poser problème et réellement, risque réellement de déstabiliser nos sociétés. Alors ici, je passe sur quelque chose d'un peu plus, voilà, un petit peu moins théorique. Je vous montre un petit peu le fonctionnement schématique d'un écosystème et comment, à partir d'un écosystème naturel, l'homme a pu le modifier pour faire ce qu'on appelle un agroécosystème, donc en gros un champ. Donc si on prend une plante quelque part, elle n'est pas toute seule dans son coin. Elle est en compétition avec d'autres plantes qui poussent au même endroit, qui vont aussi avoir besoin de lumière, d'éléments nutritifs, de tout ce qui fait que la plante va pouvoir pousser. Cette plante, elle a aussi ce qu'on appelle des mutualistes. C'est par exemple les pollinisateurs. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des symbiotes, hein, c'est un autre terme pour mutualiste, racinaires, qui par exemple vont permettre à la plante d'avoir un approvisionnement en azote suffisant.
Et puis on a les méchants, alors les herbivores, qui vont venir manger la plante. Alors c'est pas toujours des méchants, parce que des fois une plante sans herbivore, elle va pousser moins bien. Mais puis ces herbivores, eux, ils vont être soit mangés par des prédateurs, soit ils peuvent être parasités. Donc voilà, le parasite, en fait, il mange des petits bouts de l'autre et il ne le tue pas forcément. Et puis en fait, tous ces différents intervenants, ils sont liés les uns aux autres aussi par des interactions directes, parce que par exemple, peut-être que le pollinisateur, il va aussi avoir besoin d'aller polliniser et se nourrir du nectar d'autres plantes qui sont en compétition avec la plante dont on s'intéresse. Donc toutes ces interactions, en fait, elles forment un réseau, parce que chaque espèce est liée avec toutes les autres. En sachant que là, par exemple, je vous ai mis un seul herbivore, mais il n'y en a pas un, il y en a des dizaines, voire des centaines d'espèces qui peuvent s'attaquer à une seule plante. Et puis, si on s'intéresse à une plante cultivée, on va avoir différentes variétés, de la diversité génétique, des cultivars. Et puis, c'est plus difficile à représenter, mais il y a ce qui est le plus important et qu'on ne regarde jamais, il y a tout ce qui est diversité microbienne. Dans le sol, sur les feuilles, sur la peau, donc partout, on a cette diversité microbienne. Et ce qu'on sait, c'est que, et ça c'est valable pour tous les réseaux, donc si vous faites du réseau électrique, c'est pareil, ou si vous vous intéressez au réseau informatique, plus on a de connexions dans un réseau, plus on a de connexions qui sont redondantes, plus on va augmenter la stabilité du réseau et sa résilience. Donc, sa résistance à des perturbations. Donc, si je reprends mon petit exemple, quand l'homme a commencé à cultiver, déjà, il a commencé à limiter la diversité génétique des plantes en sélectionnant celles qui étaient les plus productives ou qui répondaient le plus à ses besoins. Donc comme ça, c'était plus pratique. Et puis après, les plantes compétitrices, c'est pas très pratique. Alors on a commencé par biner, sarcler, arracher les mauvaises herbes. Et puis après, on a inventé les herbicides. Et là, on a réellement réussi à se débarrasser de ces plantes adventices compétitrices. Et puis les herbivores, voilà, quand on veut cultiver une plante, ils nous embêtent un petit peu parce qu'ils viennent manger notre source. Donc on a aussi trouvé des moyens de les éliminer. Et le problème, c'est qu'actuellement, ces moyens sont tellement efficaces qu'on les a trop bien éliminés. Donc il n'y en a plus du tout. Mais sur ces plantes compétitrices et sur ces ravageurs, sur ces herbivores, en fait, il y avait d'autres espèces qui dépendaient d'eux. Et en particulier, des espèces de prédateurs ou de parasitoïdes d'herbivores. Hop, ils n'y sont plus. Et puis, les pollinisateurs, ils n'ont plus qu'une seule plante à polliniser, et des fois, ce n'est pas la bonne. Donc, ils ont aussi disparu. Et le problème, c'est que quand on a un pollinisateur disparu et une plante qui a besoin de pollinisation, eh ben, on n'a plus de fruits, ce qui pose problème. Je vous donnerai un exemple plus concret tout à l'heure. Et de la même façon, quand on a un ravageur qui arrive dans une parcelle agricole et qu'on n'a plus, on les appelle des auxiliaires de culture, mais qu'on n'a plus aucune espèce capable de réguler les populations, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça fait une invasion biologique, et si vous la connaissez, c'est le cas par exemple de la cicadelle de la flavescence dorée, voilà, qui est peut-être connue ici. Et donc, à force de simplifier ces agroécosystèmes, on a une perte des services écosystémiques et on est obligé, pour maintenir des productions agricoles, de rajouter de plus en plus d'intrants pour remplacer ces auxiliaires, cette biodiversité qui aujourd'hui nous fait défaut dans les champs. Alors, après, on peut se demander
quelles sont les causes anthropiques de cette chute de la biodiversité. Donc ici, je vous ai mis, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui cette perte de la biodiversité. Voilà, donc en haut, vous avez ici, là, c'est un agrandissement de la photo à gauche. Je sais pas, vous savez ce que c'est? Voilà, c'est un empilement de crânes de bison. Voilà, donc quand les Européens ont débarqué aux États-Unis, ils ont trouvé que la langue de bison c'était très bon et c'était un gibier très facile. Donc ils ont tué des bisons et des bisons jusqu'à faire des tas de crânes de bisons de cette façon-là. On a aussi des impacts très visibles sur la crise de la biodiversité, la déforestation, les incendies. On voit des images souvent assez terribles parce que c'est très, on le voit bien. Mais en fait, ces changements anthropiques, ils sont différents et il y en a qu'on voit moins que d'autres. Je vais les reprendre les uns par un, mais on a des dégradations d'habitat. On a parfois des problèmes avec des espèces invasives qui vont tuer d'autres espèces. On a la pollution des milieux, la pollution atmosphérique aussi. On a la surpopulation et la surconsommation des ressources. Alors, je vais tordre le cou tout de suite à la surpopulation, puisque c'est la seule cause de changement anthropique que l'on sait résoudre et qui est en train de se résoudre naturellement. Puisque même si la population actuelle humaine est toujours en croissance, le taux de natalité, le taux de fécondité est en grande diminution partout et l'augmentation des tailles de population humaine actuelle est due avant tout à l'augmentation de l'espérance de vie. Donc ce problème-là va mettre encore un petit peu de temps à se résoudre au niveau de la planète, mais il est en cours de résolution. Rien n'empêche, bien sûr, d'envoyer un petit peu d'argent en Afrique pour aider à l'enseignement des jeunes filles en particulier, qui est le moyen le plus sûr d'aller plus vite sur ce problème-là. Mais là, on sait comment faire. Par contre, sur la destruction des habitats, donc là, je vais vous prendre juste la France, parce qu'on est en France. Vous avez, entre 2006 et 2015, 600 000 hectares de sol qui ont disparu, soit l'équivalent du département de Seine-et-Marne. On est quand même sur des surfaces très très importantes. Et donc ici, vous avez une cartographie de la France, juste pour voir les couleurs. Donc tout ce qui est dans les tons rouge et violet, c'est ce qu'on appelle les territoires artificialisés, les routes, les parkings, les maisons, ceux où on voit bien que c'est artificialisé. Dans toutes les couleurs jaune et brun, vous avez tout ce qui relève des zones agricoles. Alors, quand on se promène dans une zone agricole, on peut avoir l'impression que c'est un petit peu la nature quand même. Mais en fait, non, plus maintenant. Actuellement, une zone agricole, c'est une zone, c'est un désert biologique qui a été ravagé par l'ensemble des pesticides. On n'a plus de biodiversité dans les zones agricoles, puisque non seulement on enlève tout ce qui peut vivre dans les champs, à part la plante qui nous intéresse, et on a aussi détruit tout ce qu'il y avait autour des champs avant, les chemins, les haies, les petits bois. Donc les zones agricoles aujourd'hui sont des déserts biologiques. Et puis en vert, plus ou moins foncé, on a ce qu'on appelle les forêts et les milieux semi-naturels. Donc là on peut se dire, bon, il y a quand même des coins où il en reste à peu près, on regarde surtout le vert foncé, et on peut se dire, bah tiens, en Aquitaine on est pas mal quand même, Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien vert. Alors il y en a un qui fait non et il y en a un qui fait super l'Aquitaine. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je suis pour quel clan? Eh bien, donc là je vous ai mis voilà, une vue un petit peu plus réduite.
Donc ça, c'est la Gironde en 2006. Et on s'aperçoit en fait qu'on a toutes ces forêts et ces espaces semi-naturels, donc il y en a beaucoup. Mais c'est quoi? Bah, c'est des forêts de pins, c'est planté, c'est pas de la biodiversité naturelle, c'est un champ avec des arbres. Alors effectivement, on aime bien s'y promener. Effectivement, on a eu une recolonisation par certaines espèces. Alors on va dire que c'est un semi-désert biologique, hein, parce que vous m'avez invité, je ne peux pas dire plus méchant. Mais on n'est pas du tout dans un milieu naturel riche en biodiversité. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire que même ce que nous, on peut percevoir de bonne foi comme étant un joli milieu naturel, bah en fait non, c'est raté, ça a été mis là pour qu'on construise des mâts de bateaux. Et donc on n'est pas du tout dans de la biodiversité naturelle, on n'a pas le même nombre d'espèces, et on est dans un semi-désert biologique, désolé. Et puis, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que, alors je suis désolée, j'ai pas mis à la même échelle, mais je pense que vous reconnaissez votre région. Quand on regarde la visualisation donc, des flux de consommation d'espace, ici de 2009 à 2020, ce qu'on s'aperçoit, bah, c'est que notre bonne forêt des Landes, elle a quand même pris cher. Hein. Et pourquoi elle prend cher? Bah, parce que partout ailleurs, c'est déjà occupé. Quand on dit la perte de territoire, cette perte de territoire actuellement, elle se fait, on vous dit, je vous ai dit au début, voilà, l'équivalent d'un département français. C'est l'équivalent d'un département français sur le peu de zones naturelles qui nous restent. Vous voyez l'idée? Donc, on est vraiment avec un problème d'espace pour la biodiversité, en particulier voilà, dans les zones européennes fortement peuplées. Après, on a un autre problème, c'est la fragmentation du territoire. Ce qui se passe, c'est que on a construit aussi beaucoup d'infrastructures, des routes. On a construit aussi beaucoup de barrages. Alors, je pense que c'est les petits points jaunes partout sur la carte de France. Et les quelques milieux naturels ou semi-naturels qui restent sont en fait coupés en petits morceaux, soit par des zones agricoles, soit par des routes, soit par des endroits où en fait les espèces ne peuvent plus passer d'un îlot de biodiversité à l'autre. Et le problème, c'est que si on a une espèce qui s'éteint localement à un endroit, eh ben, cet endroit-là va plus pouvoir être recolonisé par la même espèce venue d'un autre endroit. Alors, une espèce emblématique du problème que ça pose, c'est pour notre ours, qu'on aime bien, hein, qui sont magnifiques. Donc ici, je vous mets l'aire de répartition de l'ours brun dans les Pyrénées. Donc c'est à peu près, alors on les suit, on sait où ils sont. Et puis là, c'est la carte via Michelin. Hein. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce territoire de l'ours, il est traversé par des multiples routes. Et en fait, dès qu'il y a une route qui traverse son territoire, ça morcelle ce territoire et les ours d'un côté ne vont pas aller retrouver les ours de l'autre côté. Ce qui explique pourquoi ils sont tous en train de passer du côté espagnol. Donc, avec la fragmentation du territoire qu'on a actuellement, il est quasiment impossible de conserver des populations d'ours viables dans les Pyrénées. Et je dirais qu'on le sait depuis 20 ans, en fait. Un autre problème, c'est la pollution. Donc vous avez en rouge la pollution des cours d'eau sur la carte. C'est un rouge violacé. Hein. Et puis la pollution par les pesticides en bleu-gris. On a pris une jolie couleur. Et on a de l'ordre de 70 000 tonnes de pesticides achetés pour être répandus sur les sols français en 2016. Et vous voyez qu'il y en a quand même partout, sauf peut-être dans les zones montagneuses,
parce qu'il y a moins d'agriculture. Au niveau mondial, ça donne ça. Il y en a partout aussi, dès qu'on récolte. Et puis là, je vous ai mis des graphiques de pesticides utilisés par hectare de terres cultivées entre 90 et 97. Alors, on a l'énorme envol en Amérique du Sud, lié à l'augmentation des cultures et des récoltes transgéniques en particulier. On a une augmentation au niveau mondial à peu près jusqu'à 2010. Pour être content, on a l'impression qu'on a une quasi-stabilité là jusque ces dernières années. Et puis on peut, voilà, on regarde le graphique et puis on se dit ah bah cocorico quand même, on a diminué. On fait qu'en France, on fait quand même un peu mieux que le reste de l'Europe. Hein, on pourrait se dire que c'est bien. Et ben en fait non, parce que là on parle en kilos. Et le problème, c'est que les nouveaux pesticides qui sortent sont utilisés en fait à des doses de plus en plus infimes. Donc effectivement, on pourrait se dire ah ouais super, on a diminué le nombre de kilos de pesticides utilisés à l'hectare, mais on a peut-être en fait augmenté la toxicité des pesticides qu'on a épandus. Donc attention à bien utiliser les statistiques, puisque on a des produits qui sont de plus en plus concentrés, donc on en met moins, et puis des substances actives qui sont de plus en plus toxiques à faible dose. Alors là, on a par exemple, alors ça c'est un truc qui est très rigolo, j'ai toujours ce méchant graphique qui me satisfait pas du tout. Donc j'avais présenté à Tignes l'année dernière, il me plaisait pas parce que bon, c'est aux États-Unis, celui-là, je crois bien. C'est de l'utilisation de néonicotinoïdes en kilos, et puis ça s'arrête en 2012. Mais c'est quoi ce graphique, hein? Et ben, les graphiques d'utilisation de pesticides sont extrêmement difficiles à obtenir. On ne les a pas. Vous regardez dans tous les sites de statistiques mondiales qui vous donnent toutes les données sur tout, on les a pas. Et il faut vraiment réussir à fouiller pour obtenir soit des tonnages, soit des quantités achetées. Et c'est encore plus difficile de les avoir molécule par molécule. Mais bon, pour le prochain, j'ai trouvé une bonne source, mais j'ai pas eu le temps parce que c'est de la grosse base de données et j'ai pas eu le temps de faire les extractions. Donc ici, vous avez l'utilisation des néonicotinoïdes aux États-Unis sur les différentes cultures. Les premières études sur la toxicité des néonicotinoïdes sur les abeilles ont été faits en France dans les années 90. Donc on savait déjà que c'était un gros problème, mais ça n'a absolument pas arrêté l'explosion de l'utilisation de ces pesticides. Et à quoi on est arrivé? Alors là, je vous présente un article comme les scientifiques les présentent. Donc ça, c'est un article scientifique. Ça veut dire que c'est des chercheurs qui ont fait des études, produit des documents, et ensuite écrit un article. Mais ce n'est pas un article comme dans un journal classique. C'est un article qui a été relu par des pairs, donc par d'autres chercheurs, qui ont critiqué l'article et qui ont eu la possibilité de dire c'est bon, on publie, mais avec des révisions, parce que le chercheur il n'est jamais content du truc qui a été écrit par l'autre, ou qui disent non, cet article-là c'est n'importe quoi, on ne le prend pas. Okay. Donc c'est pour vous dire qu'un article scientifique, alors il y a différentes qualités d'articles scientifiques, voilà, plus one c'est quand même un très bon, et c'est quelque chose qui a été validé par une communauté scientifique, et même après publication entre chercheurs, si on trouve qu'un article n'est pas bon, on peut soit écrire à la revue en disant en stat là elle a dit n'importe quoi,
Et à ce moment-là, on a des échanges pour expliquer notre position. Et quand l'article est mauvais, on peut aussi aller le critiquer sur des sites internet spécialisés en disant hey, coucou, là c'est du n'importe quoi, et l'auteur répond ou pas, et ça peut aller jusqu'à un retrait de la publication si l'auteur s'est trompé. Tout ça pour vous dire que ça c'est un résultat solide qui a été fait en Allemagne, où ils ont montré en fait que ça a été publié en 2017, et ils ont montré que sur un peu moins de 30 ans, on a eu une diminution de 75% de la biomasse d'insectes dans les zones protégées. Donc là, on n'est pas sur 75% d'insectes en France. Donc ça, c'est en Allemagne. On est sur 75% de disparition. Alors, ce n'est pas de la disparition, hein, c'est une baisse de biomasse dans des aires protégées allemandes. Et les Allemands ne sont pas les plus mauvais en termes de protection des espèces et d'écologie. Okay. Et donc ça, qu'est-ce que ça va impliquer pour notre vie à nous? Donc là, je vais vous montrer, je vous ai fait beaucoup de théorique, donc là, vous allez pouvoir souffler un petit peu. Je vous fais un petit peu de pratique. Alors, je travaille à Dijon. Donc ça, c'est mon travail à moi et puis à mes collaborateurs, et il y a des étudiants qui ont travaillé avec moi. Et donc, j'ai été contactée par des producteurs de cassis, d'une variété noire de Bourgogne. Je vais faire un peu de pub, hein. Qui est une super variété pour faire de la crème de cassis. C'est une variété peu productive, qui fait des productions de qualité, assez sensibles aux maladies. Et ils avaient un certain nombre de problèmes de production, avec des récoltes qui diminuaient d'année en année sans réellement savoir pourquoi. Et donc, ils m'ont contacté pour savoir si je pouvais regarder s'il n'y avait pas un problème avec les pollinisateurs. Donc, au début, ils pensaient que le problème, c'était une cochenille. Et on a un petit peu discuté. Je leur ai dit, bon, d'accord, alors je fais la cochenille, mais je peux regarder un peu les pollinisateurs quand même, parce que moi, je pensais que c'était un peu ça. Et puis, d'autres agriculteurs aussi étaient convaincus que ça devait être un problème de pollinisation. Donc ici, voilà, vous avez des fleurs de cassis, que vous n'avez jamais sans doute regardé. Ici, vous avez la fleur d'un petit peu plus près. Et puis ici, vous avez une abeille qui s'appelle Andrena fulva. Alors, abeille, on pense tout de suite abeille domestique. Mais en fait, non, il y a 1500, 2000 espèces d'abeilles en France, qui en général sont des abeilles qui ne sont pas sociales. Ça veut dire c'est des petites colonies. Et qui, heureusement pour moi qui suis allergique, ne piquent pas. Donc ça là, il n'y a pas besoin d'en avoir peur, même si on est allergique. Donc moi, je les aime plus que l'abeille domestique, en fait, parce que j'ai pas peur. Alors la première chose à faire, ça a été de faire un état des lieux de la présence des pollinisateurs. Donc là, je vous montre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un travail de recherche. Je n'ai pas juste été dans un champ pour regarder en me disant « il y en a, oh ben non, il n'y en a pas ». On a été en fait dans 8 parcelles différentes, localisées dans toute la Côte d'Or, avec des situations différentes, à 3 dates différentes, uniquement quand il fait beau, pas trop de vent, avec un beau soleil pour avoir un maximum de pollinisateurs. Et puis à chaque fois, on a fait 10 transects de 25 mètres de recherche active de pollinisateurs. Donc ça, c'est un protocole qui est un petit peu carré, qui nous permet de pouvoir comparer et d'avoir aussi de la répétabilité dans les mesures. Et les mesures, elles ont été faites, alors c'est ce que j'ai appelé ici aux alentours des parcelles. Alors l'alentour de la parcelle, c'est le coin le plus sympa pour les pollinisateurs que j'ai pu trouver autour, de façon à avoir une référence de ce qui est disponible dans le milieu. On a ce qu'il y a en bord de parcelle, c'est les 20 premiers mètres. Et on a ici
ce qu'on trouve en milieu de parcelle. Alors déjà, la biodiversité, alors le nom d'espèces, là, ils ne sont pas tous justes. Dès qu'il y a une couleur différente, ça veut dire que c'est un morphotype ou une espèce différente. Donc on s'aperçoit qu'aux alentours des parcelles, on a un petit peu de biodiversité, hein, on a des espèces différentes. Et que quand on est à l'intérieur de la parcelle, il reste en gros 3 trucs. Des bombus, des bourdons, il y en a plusieurs espèces hein, de ceux-là. Des abeilles domestiques et quelques andrènes. Okay. Et par contre, ce qui fait plus peur, c'est ici, vous avez le nombre de pollinisateurs observés par minute d'observation. Donc dans les alentours, on est à 1 pollinisateur minute en moyenne. En bord de parcelle, il faut attendre 2 minutes pour voir un pollinisateur. J'aime pas les couper en morceaux. Hein. Et quand on est à l'intérieur des parcelles, il faut chercher pendant 3 minutes pour voir un pollinisateur. Il reste pas grand-chose. Donc, pour vous donner une idée, moi j'ai fait ce genre de comptage de pollinisateurs à la fin des années 90 en Espagne, en milieu naturel vraiment préservé. Je m'asseyais devant mon pied de lavande et je n'arrivais pas à noter tout ce qui passait. On se mettait à 2 devant un pied de lavande pour noter les pollinisateurs qui venaient. Alors que là, je suis en recherche active de pollinisateurs. Voilà. Donc inutile de vous dire que cette année-là, ça devait être 2018 je crois, je partais le matin avec mon filet à papillons, super, je vais sur le terrain, il fait beau, et je rentrais en pleurant. Et j'ai eu la chance, grâce à un agriculteur qui m'a donné des vieilles données, de pouvoir comparer mes relevés de pollinisateurs avec ce qu'on avait dans les années 80, parce qu'en 80, l'INRA avait fait des études de pollinisation, puisque les agriculteurs producteurs de cassis disaient déjà, il y a un problème, on n'a pas assez de pollinisation. Donc là, alors vous avez un truc, ça les scientifiques aiment bien, c'est une échelle log. Donc ça veut dire, ici c'est 0,1. Le 1 est là, et après, à chaque graduation, on rajoute un 0. Ok, donc ici c'est 100. Donc ça permet, ouais, quand on n'a pas l'habitude, c'est dur, hein, mais ça permet de voir sur un graphique des choses très très différentes. Donc bon voilà, nous on trouve que c'est pratique. Donc basiquement dans les années 80, et l'autre truc qui est sympa, c'est que j'ai pu aller dans les mêmes parcelles, au même endroit, chez les mêmes agriculteurs ou leurs enfants, hein, parce que des fois ils avaient passé la main. Et donc vous avez les résultats pour les bourdons en gris, les abeilles domestiques en, c'est une drôle de couleur, jaune-orangé, et nos andrènes en bleu. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les années 80, on avait de l'ordre de 50 à 100 individus par espèce pour 100 mètres de transect. Bon, j'ai changé un peu hein, l'unité. J'ai un seul point dans les années 90, non j'en ai 2, j'ai les bombus et les apis. On était passé à 10 individus pour 100 mètres de transect. Ouais, mais moi j'étais à moins de 1. Donc quand on regarde un petit peu ce que ça donne, dans mes champs de cassis, j'ai une baisse de 99% des pollinisateurs en 37 ans. C'est pas hyper précis, c'était pas mes données dans les années 80, c'est peut-être que 98, c'est peut-être 99,9. Hein. D'accord ? Ok, donc là on a un problème, et là on se dit quand même pour une culture pollinisée par les insectes, il y a un vrai problème. Et donc, on s'est posé une question, c'est quel rendement aurait-on dans les vergers de cassis avec une pollinisation non limitante? Oui, puisque même avec ça, il y a des agriculteurs qui me disaient non, non, c'est pas la pollinisation, c'est autre chose. Donc moi j'ai voulu leur montrer que la pollinisation c'était important. Donc dans les parcelles, donc là 6 parcelles différentes, 6 zones différentes,
Dans chaque parcelle, on avait 4 zones. Des zones témoins, donc pollinisation naturelle. Et puis des zones où en fait on a mis un filet insect-proof et une ruche à bourdons par-dessous. Parce qu'on sait que les bourdons, ils n'aiment pas trop le cassis pour venir polliniser. Donc on les a enfermés sous un filet pour qu'ils bossent sur le cassis et qu'ils aient pas le choix. Ok, donc après, alors ça c'était bien parce que c'était en 2020 et que mon directeur de labo m'a donné l'autorisation d'aller sur le terrain, comme je voyais personne, pour aller faire les comptages. Donc là, ici, donc sur cette variété de cassis noir de Bourgogne, aux qualités organoleptiques incomparables, on a regardé en fait quelle proportion de fleurs se développaient en fruits récoltés. Donc pour ça, hein, on s'est amusé, 12 000 fleurs suivies, ça fait un paquet. Et puis derrière, on a fait un modèle de traitement statistique. Donc je ne vous explique pas ce que c'est, mais c'est un petit peu compliqué aussi. Donc dans le champ sur les parcelles témoins, on avait simplement 39% des fleurs qui produisaient un fruit. Okay. Et donc 60% des fleurs qui avortaient. Sous nos filets avec nos bourdons, en plus ils ont été sympas, on a eu 78% de fleurs qui ont donné un fruit, exactement le double que dans nos parcelles témoins. Okay. Et on est donc passé de 60% d'avortement de fleurs à 22%. Donc là, en gros, à ce stade-là, on a fait waouh, on double les rendements, c'est-à-dire la pollinisation, ça leur coûte pas 10 ou 20%, hein, ça leur coûte la moitié de la récolte. C'est énorme. Mais bon, comme on est entêté, on ne s'est pas arrêté là. On a été jusqu'à récolter à la main, on s'est amusé, toutes les baies présentes au moment de la récolte sur 1 mètre linéaire de haies foliaires, encore une fois avec des répétitions. Hein. Et donc vous avez ici le poids en kilos. Donc sur le témoin, on avait un peu moins de 1 kg par mètre linéaire, ce qui correspond à un rendement d'un peu plus de 3 tonnes hectares. Donc là on a calé avec les agriculteurs, c'était effectivement à peu près ce qu'ils ont récolté cette année-là. Mais par contre, sous nos ruches, on arrive à 3,5 kg sur notre échantillon qu'on a récolté. On arrive à un peu plus de 11 tonnes hectares de cassis. Et ce coup-ci, on a un rendement qui est multiplié par 3,5 quand la pollinisation n'est plus limitante. Okay. Donc là, on s'est dit, non, il y a un truc, là, c'est pas possible, c'est trop fort. Notre filet, il a dû avoir un autre impact. Et en fait, non. En fait, les agriculteurs nous ont dit, bah non, mais 11 hectares, 2020, c'était une très bonne année. Dans les années 80, voilà, 10-12 tonnes hectares, une très bonne année. C'est quelque chose qui nous paraît effectivement, voilà, c'est cohérent. Et puis là, bah, on a chiffré quand même, hein, parce qu'au prix du cassis de cette variété-là, qui est plus coûteuse que les autres, cette disparition des pollinisateurs, elle leur coûte entre 10 et 15 000 euros hectare. Donc là, on a un chiffre à mettre sur la table. Et là, quand je commence à parler de mettre des petites fleurs dans les champs et des petites abeilles, eh bien, plus personne ne ricane, parce que on s'aperçoit de ce que ça coûte aux agriculteurs. Donc là, je n'ai pas rajouté de diapo, hein, mais depuis, on leur a offert une solution qui est encore en train d'être étudiée. Donc c'est d'introduire à court terme des espèces d'abeilles qui s'appellent des osmies, qui sont des petites abeilles qui ne piquent pas, qui sont des bonnes pollinisatrices de cassis, qui permettent d'augmenter le rendement d'environ 40 hectares pour pas trop cher.
Et là, moi, je suis super contente parce que les agriculteurs, ils m'ont un peu dépassée. Pour cette année, ils ont commencé à acheter eux-mêmes les osmis et à essayer de faire leurs petits essais. On leur a donné une solution et tout de suite, ils l'ont prise et ils sont en train de l'adapter. Et on a aussi d'autres essais qui sont en cours pour semer des bandes fleuries dans l'interrang et essayer de ramener plus d'espèces de pollinisateurs naturels dans les parcelles. Et là, une fois de plus, je suis super contente parce qu'il y a un agriculteur qui m'a dit ouais, mais c'est sympa, mais tu vas pas assez vite. Moi, je veux le faire en grand. Qui a dit bah voilà, je fais bah attends, non, mais là, on va semer plutôt à l'automne, c'est mieux. Il me fait non, moi, je sème ce printemps. Donc, on lui a fait un mélange de semences particulier à façon. Et là, il y a eu de la pluie, donc c'est pas mal. Normalement, les semences vont lever. Et ces agriculteurs à qui on donne des solutions pour la biodiversité et les rendements, en fait, s'en saisissent. Hein. Donc ça, je trouve que c'est quand même un point qui est très positif. Il y a des problèmes, il y a des gros problèmes, mais quand on donne des solutions réalisables d'un point de vue technique et financier, les gens s'en emparent. Voilà, c'est le point positif. Parce que maintenant, je vous parle des espèces exotiques envahissantes, qui sont un autre problème. On s'en aperçoit pas non plus de ces espèces exotiques. Il y en a beaucoup. Il y en a 150 en France. Si on les appelle envahissantes, ça veut dire qu'elles commencent à poser des problèmes. Alors, je vous ai mis juste quelques exemples. Vous avez l'ambroisie à feuilles d'armoise. Oui, il y a des fautes sur mon transparent. Qui déclenche des belles crises d'allergie chez beaucoup de gens sur qui l'exposition répétée va être de plus en plus sensibilisante. Alors ça, c'est une plante qui envahit les milieux perturbés. Ça veut dire que l'invasion est facilitée par le fait que des terres sont retournées, laissées en friche sans être ressemées. Donc c'est aussi un indicateur de la dégradation des habitats. Et donc celui-là, il nous le fait payer avec les allergies. Vous avez l'écrevisse américaine qui envahit tous les cours d'eau. Donc là, je pense que c'est surtout les pêcheurs qui connaissent ça. Puis je vous ai mis les silures parce que c'est vraiment trop horrible. Donc qui envahissent et qui détruisent tous les milieux. Voilà. Et puis bon, vous avez le Covid aussi, qui est une belle espèce envahissante. Bon, alors c'est un virus, on pense que les virus ne sont pas vivants, mais bon, ça c'est un peu une querelle d'experts. Et puis enfin, vous avez le changement climatique, avec une carte de la France. Donc ici, c'est juste l'augmentation de la température moyenne observée. Voilà, donc plus c'est foncé, plus ça chauffe. Et ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout homogène sur le territoire. Et ça chauffe particulièrement ici, donc dans les Alpes. Et entre 1950 et les années 2000, on a une augmentation de 4 degrés de la température moyenne observée près du massif du Mont Blanc. Donc là, 4 degrés, on est déjà sur quelque chose de très 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 important. On a des études de climato réellement sur les glaciers, directement. Donc celle-là, elle fait toujours peur. C'est le niveau de la mer de glace dans les années 90. La photo, elle a dû être prise en 2019, je crois, de mémoire. Et le glacier a tellement reculé qu'il est quasiment plus... Voilà, enfin si vous le voyez, mais voilà, le glacier il est très très loin. Donc ça, c'est des milieux qui disparaissent de façon irrémédiable. Donc le changement climatique, on sait schématiquement depuis le milieu du 19e siècle que si on met du CO2 dans l'atmosphère, ça va chauffer.
Donc, c'est ce qui se passe. L'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, c'est le premier facteur. Hein. Ça n'arrête pas d'augmenter, même l'épisode de 2020, ça, voilà, c'est un peu limité à la marge, mais quasiment rien. Ici, vous avez l'évolution des émissions de CO2 selon les différents scénarios du GIEC d'augmentation des températures. Et en noir, c'est les points observés. D'accord ? Donc inutile, voilà, donc on est un petit peu au point de bifurcation des différents scénarios. Et celui-là, il doit dater de 2018, je pense. On s'aperçoit ici que pour l'instant, les données observées s'alignent sur le scénario de réchauffement climatique le plus haut. Okay. Et pour vous donner une idée aussi, donc c'est l'augmentation de température attendue. Donc si on met à 0 la température pré-industrielle, les accords de Paris de limiter à 1,5 degré, c'est ici. Et nous, en 2020, on était à plus 1,1 degré. D'accord ? Donc, basiquement, entre scientifiques, les accords de Paris, on sait bien que on va les exploser, hein, de toute façon. Si on est très optimiste, on dit qu'on va peut-être se limiter à une augmentation de température de 2 degrés. On fait tout pour que ça ne soit pas plus de 2,6, mais si rien ne change, on va être quasiment à 3 degrés. En sachant que cette augmentation de température, selon les endroits, ça ne va pas être la même. Hein, et qu'on a une grande zone d'incertitude. D'accord ? Donc ça, c'était juste pour vous dire que les gens qui disent que tout va aller bien, en fait, on n'est pas... Il y a des mesures qui ont été prises, mais il y a eu des améliorations sur certains points. Hein, mais on n'est toujours pas sur un scénario sympa qui nous permettrait de réellement limiter les dégâts. Mais ça peut venir. Alors, quels sont ces effets des changements climatiques sur la biodiversité ? Je vais peut-être me dépêcher un peu quand même. Alors, ce qu'on voit très bien, c'est ça change la phénologie des plantes. Le premier exemple qu'on a eu, c'est les dates de vendange. Donc ici, je vous les ai mis depuis 1900 à Saint-Émilion, hein, donc dans le coin. Donc au début du XXe siècle, les vendanges, c'était septembre, hein, même fin septembre. Et maintenant, c'est de plus en plus tôt. Ah oui, c'est une échelle inversée. Et donc maintenant, on a des vendanges qui se font souvent fin août. Hein, donc c'est de plus en plus précoce, avec de plus en plus de sucre dans le vin. Donc ça, c'est l'effet des températures moyennes. On a des effets des températures maximales. Donc en 2019, il y a eu une grosse vague de chaleur. On a, donc ça c'est dans l'Aude, ça a été la même chose aussi du côté de Montpellier. On a des températures qui ont dépassé 45 degrés. Et là, on est au-dessus de la limite physiologique de la plante. Bon, il y a des petites choses à voir aussi avec le développement phénologique, etc. Mais les limites physiologiques des vignes sont atteintes, elles ont séché. Stop. Donc là, sur des températures extrêmes, on n'a plus des modifications graduelles. On a trop chaud, c'est trop chaud, ça meurt, et on s'arrête là. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que je vous le détaille, c'est très contre-intuitif, c'est que souvent quand on parle de réchauffement climatique, les gens ils disent « Ah bah ouais, mais ça gèle de plus en plus ». En fait, là vous avez les problèmes en Gironde. Ici, c'est des photos à Chablis, où il y a des bougies qui sont mises dans les vignes pour éviter le gel. Alors c'est très joli, mais c'est une catastrophe au niveau de la pollution.
Et puis l'autre solution, c'est de pulvériser l'eau. C'est assez contre-intuitif, mais au moment où l'eau gèle, en fait, elle réchauffe un petit peu la vigne à l'intérieur et on arrive à préserver les bourgeons à juste 0 degré et donc ça ne gèle pas. Et ça fait des photos absolument magnifiques. Et donc en fait, ces coups de froid sont aussi une conséquence du réchauffement climatique, même si c'est contre-intuitif. Puisque comme il fait moins froid l'hiver, les plantes des bourgs font leurs feuilles plus tôt. Donc en fait, elles sont à un moment phénologique sensible au gel plus tôt dans la saison. Et que en plus, un autre impact du changement climatique, c'est de plus grandes variations de température et en particulier ce qu'on appelle des Moscou-Paris, donc des descentes d'air qui viennent du Grand Nord vers nous, et ces descentes d'air froid vont être de plus en plus fréquents. Et c'est, contre-intuitivement, une conséquence directe du réchauffement climatique. Je ne vais pas développer plus. Vous avez ici des changements des aires de distribution. Donc ça, c'est les grands étages. En gros, en rouge, c'est les climats méditerranéens. Donc en 2000 et en 2100. Donc le climat aquitain que vous connaissez bien, qui va envahir toute la France. Et puis le climat continental qui va quasiment disparaître et le climat montagnard, regardez dans les Pyrénées, en 2100 on en a quasiment plus. Et ici on est sur l'hypothèse d'une élévation moyenne de 2,4 degrés, donc on n'est pas dans le pire des scénarios. Là on est encore dans le scénario, on arrive à faire quelque chose. Donc les espèces, comment elles peuvent réagir à ces changements de température? Alors, la solution la plus simple, c'est de migrer. Par exemple, les touristes migrent maintenant en Bretagne, parce qu'on n'a pas de vague de chaleur. J'ai des origines bretonnes, je peux me le permettre. Mais toutes les espèces ne sont pas capables de migrer. Quand vous êtes un cloporte, la migration, c'est compliqué. Il y a des contraintes physiques, ça veut dire que, par exemple, quand on sera tout en haut des Alpes, les espèces qui seront tout en haut, elles ne peuvent pas migrer vers une zone plus froide. Et puis, si vous êtes sur une île ou dans le nord de la France, ça va être un petit peu compliqué aussi. Donc, il y a des limites à la migration. Alors, je vous refais un petit peu de théorie, là. En fait, on dit qu'une espèce, elle a une niche écologique. La niche écologique, c'est l'ensemble des paramètres dont elle a besoin pour survivre. La bonne température, la bonne quantité d'eau, l'ensoleillement qu'il faut si c'est une plante. Donc on appelle ça une niche. Donc c'est un espèce d'espace multidimensionnel. Et ce qu'on sait, c'est que cette niche, en fait, avec le changement climatique, elle va se modifier. Et là, selon en fait 3 axes. L'espèce, elle va pouvoir migrer dans l'espace. Pas toute, mais une partie. Donc ça, c'est plutôt, par exemple, les oiseaux. C'est déjà en cours. Un oiseau peut très bien décider de nicher 10 km ou 20 km plus au nord. L'espèce, elle peut aussi s'échapper dans le temps en modifiant sa phénologie. Donc le moment de la floraison pour une plante, le moment de la reproduction pour des animaux. Ou alors, elle peut s'échapper du changement climatique, en fait, en modifiant ses caractères intrinsèques. Alors ça, c'est un peu des trucs de spécialistes. Donc, soit par plasticité phénotypique, ça veut dire parce que même s'il fait 2 degrés de plus, elle est quand même capable de le faire. Soit avec un phénomène de sélection et d'évolution des caractères de l'espèce. Okay. Donc vous avez une espèce, hop, elle peut choisir un des 3 axes. Mais je vous ai dit au début, je vous ai fait plein de petits dessins, j'espère vous avoir pas assommé, en vous disant qu'une espèce, elle n'est pas toute seule.
elle est environnée d'une multitude d'espèces. Et donc, là, par exemple, je vous ai mis 2 espèces. On va dire que c'est une plante et son pollinisateur, que c'est spécifique. Et c'est voilà, une relation entre espèces qui doit exister. Donc, si par exemple, le pollinisateur, c'est un petit papillon, lui, il va s'échapper dans l'espace. Il va aller habiter un petit peu plus au nord ou un petit peu plus haut en altitude. Ok, pourquoi pas. Si la plante, elle est aussi capable de se déplacer dans l'espace, à la même vitesse, bon, bah, on a décalé un petit peu dans l'espace l'écosystème, ça va. Mais par contre, si notre plante, elle décide de s'échapper dans le temps parce qu'elle ne peut pas migrer, on a là une disparition de la relation entre les 2 espèces. Et si ces 2 espèces qui sont dépendantes l'une de l'autre, potentiellement disparition des 2 espèces en même temps. Ça, c'est des effets de cascade. Voilà. Alors après, il y a des gens qui disent c'est parfois difficile à percevoir ces histoires de disparition d'espèces, de modification d'écosystèmes. Là, je vous fais un peu des scénarios catastrophes. Et puis, voilà, concrètement, c'est des fois un petit peu compliqué. Donc là, je vais vous montrer concrètement ce qu'une modification d'écosystème peut donner. Donc ici, la pression, c'est la pêche. Parce qu'on pêche aussi beaucoup de poissons. Hein. J'ai parlé beaucoup d'agriculture, mais dans les océans, on a pas mal de problèmes. Et puis là, vous avez un réseau d'interaction. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Mais en gros, ici, vous avez les poissons. Et puis là, ceux qu'on aime moins, hein, c'est les jellyfish, donc les méduses. Okay. Et ce qui se passe, en fait, c'est que à force de capturer des poissons, on a modifié, ça c'est l'état aujourd'hui, on a modifié toutes les flèches que vous aviez en haut. Alors les flèches, elles sont plus longues, plus courtes, le sens a changé. Et on a diminué, en fait, on a un nouvel équilibre, un équilibre différent, où en fait, dans les filets, on pêche plus des poissons, mais on pêche les trucs qu'on n'aime pas et qu'on mange pas, des méduses. Voilà, donc ça, c'est un exemple de basculement d'écosystème. Et une fois de plus, c'est irréversible. Alors, la seule solution, c'est d'apprendre à manger des méduses. Moi, j'ai du mal. Voilà, en Asie, ils les mangent, hein. Pas toutes les espèces. Donc ça, voilà, ça c'est un exemple. On a, pas toutes les mers encore, mais beaucoup qui sont envahies par des méduses de différentes tailles. Hein, celle-là, c'est vraiment des grandes. Et c'est des choses voilà, qui peuvent se produire, qui se sont déjà produites et qu'on attend que ça se produise encore plus. Alors maintenant que je vous ai bien sapé le moral, quel remède, hein, parce que quand même. Hein. Ok, le changement climatique, la crise de la biodiversité, ça fait 70 ans qu'on sait que... voilà, allez, on va dire que depuis les années 70, on sait ce qui va se passer. Et la question c'est... bah oui, non mais attends, pourquoi on ne s'est pas bougé, hein? Donc là... ça c'est des choses que beaucoup de gens disent maintenant, c'est qu'en fait, y a plein d'écueils psychologiques à l'action et que sur cette crise à la fois du climat, ces crises du climat et de la biodiversité, en fait, il y a des écueils psychologiques à l'action avec des gens qui vont être dans le déni. Donc là, on a les climato-sceptiques parce que non, mais c'est trop gros, ça peut pas être possible. Ça va mettre en insécurité. Donc le plus simple, c'est quand même de mettre la tête dans le sable et de se dire que ça n'arrive pas. Après, c'est souvent la faute de l'autre, ou alors c'est pas si grave, on marchande.
C'est pas si grave parce que de toute façon on a beaucoup de techniques, donc on va réussir à trouver des solutions. Après on a les dépressions. Alors là on a plein de jeunes qui ont ce sentiment-là, hein, qui se disent mais on va pas s'en sortir. Et après on peut se dire bon bah voilà, il y a des problèmes, mais on va les accepter. Et on va réussir à trouver des solutions, faire quelque chose. Et c'est uniquement quand on a fait un petit peu tout le processus on est capable, en tant qu'individu, de faire quelque chose. Donc voilà, moi j'utilise l'information, la discussion, j'essaie de convaincre les gens et puis de les mener à accepter et à action parce que l'idée en fait c'est que le premier truc pour avoir des actions qui marchent c'est de se dire que on fait aussi partie du problème. Voilà, même moi. Hein, et la première chose à faire, un truc très simple, c'est est-ce que vous connaissez votre empreinte sur le climat? Alors il y a des grands hochements de tête. Moi je l'ai fait il n'y a pas si longtemps en fait. J'ai un peu honte, mais et à partir de là, parce que voilà, des fois on se dit non mais je prends pas beaucoup l'avion. Voilà, on se dit qu'on a fait des petits sacrifices, des petites choses. On pense toujours que ce qu'on fait c'est bien, hein, personnellement. Et puis en fait, voilà, quand on fait le test, on s'aperçoit qu'il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé, qu'on ne fait pas forcément si bien. Et puis se dire qu'on fait partie du problème, c'est aussi se permettre de faire partie des solutions. Donc je vous invite à le faire, si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis après, je pense que c'est important de savoir que c'est un problème global avec des causes multiples et que les solutions sont multiples à mettre en œuvre. Moi je sais que des fois avec des discussions avec des collègues, il y en a un qui va me dire ah il y a une seule solution, c'est arrêter de manger de la viande. Ok. Ou il y en a un autre qui va dire il y a une seule solution, c'est d'arrêter les trajets en avion. Si c'était aussi simple, si vraiment ça suffisait, moi je dis que la solution elle serait simple quoi. En fait non, l'attaque de l'homme sur son environnement il est multiple, donc on n'a pas une seule solution, on n'a pas un seul truc à faire, il faut vraiment attaquer le problème de tous les côtés. Et puis selon les personnes, ça va être plus facile d'attaquer d'un côté ou de l'autre. Quand on n'aime pas la viande, c'est vachement facile de devenir végane. Quand on habite Paris, c'est vachement facile de se priver d'une voiture. Et moi, je trouve que les Parisiens qui disent arrêtez les voitures, c'est un peu trop facile. Parce que quand on habite à la campagne, c'est un autre problème parce qu'on n'a pas les transports en commun à côté. Donc plutôt que de culpabiliser les gens en leur disant la solution c'est ça et fais ça autrement c'est pas bien, il faut proposer aux gens des solutions multiples et puis que chacun aille un petit peu piocher là où c'est facile. Et ce que je trouve surtout contre-productif, c'est les luttes entre les solutions. Voilà, au début je vous ai dit le GIEC et donc les gens qui s'occupent du climat au niveau international et les gens qui s'occupent de la biodiversité au niveau international, ils se sont mis ensemble, ils ont fait un rapport commun, ils ont dit qu'il faut attaquer sur tous les fronts. Et voilà, je pense qu'au niveau des individus, c'est pareil, il faut attaquer sur tous les fronts, parce que se mettre à lutter entre les gens qui sont contre le plastique, ceux qui sont contre la viande, ceux qui sont contre le CO2, ils ont tous raison en fait. Toutes les solutions sont bonnes. Et à partir du moment où quelqu'un prend une décision de faire un petit quelque chose pour l'environnement, c'est bien. Voilà. Il faut encourager les gens. Bon, sans se leurrer, et que c'est notre société entière qui va finir par s'adapter. Voilà, si on s'y prend tôt, ça sera moins douloureux. Et puis, pour aller un petit peu loin dans l'optimisme, hein, quand même,
Faut se dire qu'on a quand même gagné des luttes impossibles. Enfin, voilà, on a été sur la Lune. Dans les années, je pense 90, on avait les pluies acides qui détruisaient les forêts. À l'époque, on se disait que c'était un problème insoluble parce que il fallait changer les compositions d'essence, il fallait mettre des filtres sur les cheminées. Bah, en fait, les pluies acides, on n'en entend plus parler. Le problème a été résolu. On a eu un problème de trou dans l'ozone aussi, où c'est pareil, on a dit que c'était un problème insoluble. Le trou dans l'ozone, il est en train de se reboucher à cause des mesures qui ont été prises au niveau international. Alors c'est pas fini, hein, mais voilà. Donc c'est vrai que sur le côté positif, il faut dire que bah ouais, c'est compliqué, mais moi je pense que quand les gens vont commencer à bouger, on trouvera des solutions. Et puis au niveau de la biodiversité, vous avez un photographe brésilien en fait, qui dans les années 2000 est revenu donc au Brésil sur l'exploitation de ses parents et qui s'est aperçu que ça avait tout changé et que c'était plus du tout le souvenir qu'il en avait et que c'était désertique, que les cours d'eau avaient disparu à cause de l'érosion due au surpâturage et à la surexploitation des terres. Et donc il a racheté l'exploitation. Il a replanté des arbres, il a fait ce qu'il pouvait pour la biodiversité. Et là, vous voyez des photos aériennes. Et en l'espace de 12 ans, la propriété désertique est devenue une forêt tropicale, riche en biodiversité. C'est pas celle qu'il y avait avant sur la propriété. C'est une autre biodiversité, mais à partir du moment où on remet des plantes à un endroit et où on les laisse évoluer, on a une biodiversité qui se reforme, qui n'est pas celle d'avant, hein, parce que la nature, elle évolue en permanence. Mais en l'espace d'une dizaine d'années, on peut avoir des changements positifs très très importants. Voilà, et je vais vous remercier de votre attention de ma conférence qui a été un petit peu longue. Et puis, j'attends vos questions si vous en avez. Très bien. Je pense qu'on peut tous applaudir Marie-Charlotte pour cette belle conférence. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main pour que je puisse vous passer le micro. Et je vais me permettre de commencer. Voilà, puisque j'ai le micro déjà. Je vais en profiter. Allez. Donc moi, je suis intéressé depuis quelque temps à des ateliers comme la fresque du climat, qui permet de comprendre les mécanismes du changement climatique. Ça fonctionne, c'est très ludique. Il y a aussi un aspect créatif. C'est pas que de la réflexion. Donc j'invite vraiment tout le monde à se renseigner là-dessus parce que c'est très très instructif. Ça fonctionne par système de jeu de cause à effet. Donc voilà. Et aussi, j'ai participé à un atelier d'automne. Donc tout à l'heure, tu parlais d'impact individuel, de mesurer tout ça. Donc effectivement, cet atelier d'automne, il commence par faire son bilan carbone. Alors, il y a plusieurs méthodes pour le faire. C'est plus ou moins détaillé, etc. Mais on se rend vite compte que malgré les efforts qu'on peut faire, on est facilement à 8-10 tonnes, c'est la moyenne française, de CO2 par an. Sachant que c'est très lié au niveau de revenus. Donc voilà, suivant les catégories sociales, plus on est dans des catégories élevées, en moyenne, hein, toujours bien sûr, individuellement, il y a des comportements qui sont différents, mais on émet beaucoup plus.
Et cet atelier d'automne, en fait, il a pour objectif de réfléchir sur des actions individuelles et collectives pour arriver à baisser ce bilan carbone et pour arriver à l'objectif de 2 tonnes qui est la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est très difficile. Ma question, c'est quand je vois un petit peu le paysage politique qu'on a en ce moment, qui pour moi, malgré effectivement, on entend parler de solastologie, c'est l'éco-anxiété. On entend aussi beaucoup parler de la jeunesse qui est très inquiète. Finalement, moi j'ai l'impression que ça ne bouge pas. C'est très compliqué, c'est des changements culturels, donc sociologiquement, on s'est quand même montré aussi que ça prend 1 ou 2 générations à bouger, on sait qu'on n'a plus ce temps-là. Et j'ai l'impression vraiment qu'on va dans le mur. Donc je ne sais pas trop ce qu'il faut faire pour arriver à avancer. Et aussi, autre point que j'aurais voulu aborder, sur ta présentation, tu parles des événements anthropiques qui font que voilà, on agit sur la biodiversité. Et moi, je suis astronome amateur, je m'intéresse notamment à la pollution lumineuse, qui, elle aussi, a beaucoup de conséquences sur la biodiversité. Énormément d'animaux souffrent, et nous aussi, de cet excès de luminosité que l'on a partout, surtout la nuit. Il n'y a plus de nuit maintenant, je crois que c'est 80% ou plus de 80% de l'humanité ne voit plus de nuit, de vraie nuit aujourd'hui, c'est impossible. Et ça aussi, ça a beaucoup de conséquences sur la biodiversité. Alors, je vais commencer par répondre à ta deuxième question. Oui, effectivement, il y a de la pollution lumineuse. En France, je crois qu'il reste le Morvan, où le parc régional du Morvan essaie d'avoir un label dont j'ai oublié le nom justement, en demandant aux communes d'éteindre les lumières la nuit. J'ai eu la chance de faire un voyage au Sahara et j'ai aussi découvert ce que c'est qu'un vrai ciel. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est que on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc effectivement, c'est le ciel non pollué. Moi, je l'ai découvert à l'occasion d'un voyage parce qu'aujourd'hui, on ne le voit plus. Et la biodiversité, on a un petit peu ce problème-là aussi en France, c'est que on ne la voit plus. Et en fait, les jeunes, les plus jeunes que moi, souvent, ils pensent que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est normal. Donc ça, c'est effectivement un problème supplémentaire. C'est la non-connaissance d'un état de biodiversité correct. Par contre, pour la pollution lumineuse, il y a un truc qui est bien, c'est que couper les lumières, ça fait des économies d'énergie. Ça, c'est un truc qui est relativement simple. Mettre un timer, appuyer sur un bouton. C'est une décision qui est politique, qui peut être discutée par certains. Nous, notre université, elle a voulu éteindre les lumières la nuit pour faire des économies et les étudiants ont dit non mais attendez, les filles qui rentrent toutes seules sur le campus, un grand campus avec des arbres et des forêts partout, on peut pas, enfin d'un point de vue sécurité, ça peut poser problème. Mais c'est effectivement quelque part une solution relativement simple qui permet de préserver la biodiversité et de limiter les émissions carbone. Et il y a des associations qui s'occupent de ça. Alors après, sur tes angoisses de ça bouge pas assez vite, alors moi je suis d'un naturel assez optimiste. Et il faut, parce que pour présenter ça, voilà, moi je suis obligée de me dire qu'il y a des solutions.
Donc faut être, j'ai des collègues qui le disent, hein, faut être très pessimiste quand on présente, et puis faut être très optimiste sur les solutions. Moi je pense qu'il y en a. Et puis moi j'ai vu des gens autour de moi qui sont pas du tout du milieu de l'écologie, qui ricanaient bêtement quand dans des réunions familiales ou autres je leur parlais d'écologie, et qui maintenant m'écoutent avec attention et m'expliquent que ils trient leurs poubelles, ou ils mangent moins de viande, ou ils prennent moins l'avion. Et puis beaucoup de gens aussi qui disent mais est-ce que si je fais ça, ça sert à quelque chose? Je pense que justement, voilà, les deux choses dont tu parles, donc les fresques du climat, et puis l'autre que je... Atelier 2 tonnes. Atelier 2 tonnes. Il y en a bien d'autres. Ça, c'est des choses super, parce qu'on implique plus de gens. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois qu'on a impliqué une personne, cette personne-là, on peut espérer qu'elle en implique deux. Ça nous fait une petite croissance exponentielle façon Covid, et avec un peu de chance, ça peut exploser. Donc je pense que pendant longtemps, les mesures n'ont pas été faites parce qu'il n'y avait pas la masse critique de gens qui trouvaient ça important, en particulier de gens qui ont des leviers d'action. Il ne faut pas oublier, alors je suis d'accord avec toi, avec la pauvreté des débats des semaines passées sur l'écologie. On peut aussi se demander pourquoi les médias n'ont pas posé des questions là-dessus. Je pense que si les politiques n'ont pas mis ça devant, ils sont très bien placés avec les sondages qu'ils font pour savoir que c'était pas encore ce qui intéressait les Français. Oui, c'est encore le pouvoir d'achat. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut encore qu'on fasse des confs, des fresques du climat, de l'information auprès des gens. Avec un point positif, c'est que voilà, on a reparlé un petit peu d'écologie pour le second tour, pas beaucoup, mais voilà. Et je pense que les efforts, il faut continuer à les faire, même si on n'a pas un résultat immédiat. Merci pour la conférence. J'avais une question concernant l'histoire de la pollinisation, le cassis, tout ça. Si l'objectif il est plutôt sur la biodiversité plus que le rendement en termes d'agriculture, est-ce que il vaut mieux privilégier des ruches avec des insectes pollinisateurs domestiques, ou est-ce qu'il faut privilégier le retour des pollinisateurs sauvages et pas les mettre en concurrence avec les domestiques dans un cas de jardin personnel? Ce qui se passe, donc on a un peu trop porté l'attention sur l'abeille domestique, à cause en fait des apiculteurs qui eux ont vu leurs abeilles mourir avec le développement des pesticides sur les cultures. On a moins mis l'accent sur la disparition des pollinisateurs sauvages. Basiquement, les producteurs de cassis, ils ont un problème, c'est qu'il n'y a plus de pollinisateurs sauvages. Et c'est pas en arrêtant les pesticides une année, même si dans un monde idéal, ils arrivaient à arrêter tout, ils ne vont pas revenir pour autant. Il va falloir déjà restaurer l'habitat. Donc toutes les restaurations d'habitat, ça commence par les plantes. Tant qu'il n'y a pas des plantes qui sont réinstallées, on peut les attendre des pollinisateurs, hein, ils ne vont pas venir. Donc moi ce que j'aurais proposé, c'est un petit peu un truc en deux phases. C'est ok, court terme, on a vu que des nids d'osmie, ça a augmenté la productivité. Donc on va essayer ça déjà. En mettant ça en place, on travaille aussi avec une conseillère de la Chambre d'agriculture qui fait un super boulot. Et
et donc, elle a beaucoup plus de questions sur ah oui, mais si je mets tel produit, est-ce que c'est toxique pour les abeilles? Donc en fait, les agriculteurs là sont en train de remettre l'intégralité de leur système de production. Ils sont en train de tout réfléchir. Donc ce qu'on ne s'aperçoit pas bien, c'est que pour un agriculteur, arrêter un produit, c'est tout changer. C'est des changements énormes, quoi. C'est un peu comme si nous, on nous dit allez, hop, plus de voitures. Bon, sauf quand on est dans une agglomération avec des transports en commun suffisants. Mais c'est compliqué. C'est pas juste arrêter de mettre un produit. Il faut changer plein de choses. Donc là, remettre des abeilles, j'allais dire cultiver. Alors c'est pas les abeilles domestiques, hein, mais remettre des osmies d'élevage. Je trouve que c'est pas mal parce que, va y avoir un résultat rapide, donc c'est quand même positif parce que les agriculteurs ils vont voir qu'ils font des efforts, mais tout de suite va y avoir un bénéfice. S'ils ratent leur coup au niveau des produits phytosanitaires, bon, c'est pas trop grave, c'est des abeilles d'élevage. Et puis, on va ressemer, on va commencer à semer des bandes fleuries à l'intérieur. Et quand on aura dans 2-3 ans une vraiment bonne solution pour avoir un environnement pour que les pollinisateurs sauvages reviennent, et ben en fait les agriculteurs ils sauront déjà comment on fait pour pas les tuer. Voilà. Donc effectivement, ça c'est pour le cassis et les projets qu'on a dessus. Effectivement, les idées de mettre des abeilles domestiques partout, c'est bien parce que ça sensibilise le grand public aux insectes. C'est bien pour les apiculteurs. Maintenant, c'est pas terrible pour la biodiversité locale parce qu'effectivement, les centaines de ruches, si on déplace une ou deux ruches, ça pose pas de problème. Si on déplace des centaines de ruches d'abeilles domestiques, elles rentrent en compétition avec les pollinisateurs locaux, et ça fait une pression supplémentaire pour la disparition des abeilles sauvages. Donc, comme tout, je pense qu'il faut des équilibres. Il faut des abeilles domestiques parce que pour des pommiers, c'est des super pollinisateurs. Mais il ne faut pas non plus penser que toutes les abeilles, c'est l'abeille domestique. J'ai répondu ? Ouais, merci. La révolution industrielle a entraîné un commencement de pollution qui depuis s'est énormément développé. Je crois que ça a été un facteur de progrès, mais le progrès est aussi une réponse à l'accroissement de la population. On ne pourrait pas revenir aujourd'hui aux diligences. Alors certains pays cherchent à diminuer le nombre d'enfants par famille, comme en Égypte, où ils sont 100 millions d'habitants. En Europe, on développe un peu toujours des politiques natalistes. Est-ce que la surpopulation n'est pas un facteur qui freine le changement, le retour à... Enfin, qui aggrave le changement climatique? Alors, pour la surpopulation, ce qu'il faut savoir, c'est que ce facteur a été fortement mis en avant par une frange de personnalités américaines qui se servait de cet argument pour dire nous les Américains, on maîtrise notre natalité, on n'est pas le problème. Le problème, c'est les pays qui ne maîtrisent pas leur natalité. Et donc, c'est un argument qui a été utilisé beaucoup à des fins politiques. De façon à se dédouaner, hein, c'est pas ma faute, c'est la faute de ceux qui font trop d'enfants. C'est un sujet qui est très sensible. Parce que les politiques musclées qui empêchent les gens de faire des enfants
n'ont pas toujours les résultats escomptés. Ensuite, alors je vous ai mis, j'ai toujours des diapos en réserve. Alors je sais pas si, je pense que j'en ai une. Voilà. Donc ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle la transition démographique. Donc ce qu'on avait, voilà. Donc au début, ce qu'on a, c'est dans des populations pré-industrielles, hein, on a à la fois des taux de naissance et des taux de mortalité qui sont très forts. Okay. Et puis, ce qui se passe ensuite, c'est qu'on a une diminution du taux de mortalité. Alors, si on prend l'exemple de l'Europe, c'est mieux de prendre cet exemple-là. Ça a été la diminution de la mortalité infantile par des mesures d'hygiène, l'arrêt du travail des enfants, l'augmentation des soins médicaux. C'est plutôt bien hein, de ne plus avoir des gens qui meurent, en bas âge en particulier. Et on s'aperçoit, et ça c'est valable partout, que peu de temps après, en fait, le taux de naissance ou d'enfants par femme diminue lui aussi. Et à la limite, on arrive dans nos situations européennes à un niveau où en fait le taux de naissance ne suffit pas à remplacer le taux de mortalité. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais actuellement en Europe, la population décroît. La population décroît en Europe. Donc ça, c'est déjà une partie de la solution. Et donc, ce qui se passe... Alors, je pense que je l'ai ici. Voilà, super. Ici, j'ai le nombre d'enfants par femme. Je suis désolée, c'est écrit un peu petit. Donc, en Europe, donc il faut 2 enfants par femme pour renouveler la population. Donc on est quand même en dessous en Europe, en Amérique du Nord. En France, on est un tout petit peu en dessous de 2, je pense. En Asie, on est un tout petit peu au-dessus de 2. Donc quelque part, et bon, on a juste effectivement le problème de l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne, où on a toujours des taux de mortalité énormes. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette histoire du nombre d'enfants par femme, il est en train de se résoudre de façon assez simple, et que l'augmentation des populations qu'on observe aujourd'hui, hein, si vous avez les années 50 et 2015, l'explosion démographique en Afrique, plus qu'au taux de naissance, il est dû au taux de mortalité. Voilà. Donc effectivement, agir en appuyant sur l'éducation et en particulier l'éducation des femmes, c'est très important. Mais ça ne va pas révolutionner ça va pas révolutionner la face du monde. Donc j'en ai un dernier pour vous convaincre là-dessus. Ici vous avez la population mondiale, donc à peu près aujourd'hui, et puis les projections. Et vous avez le taux de croissance de la population mondiale. Et vous voyez que le taux de croissance, dans les projections, il est déjà en chute libre. Ok, donc c'est la dérivée en fait, pour ceux qui ont fait des maths. Donc, oui, effectivement, si on était moins, il y aurait moins de problèmes. Mais le véritable problème qu'on va avoir, c'est que donc, ce problème de démographie pure, il est en train de se résoudre de façon naturelle. On peut l'accélérer un petit peu en donnant un accès à la contraception dans les pays où ce n'est pas encore le cas. Mais on ne réglera pas le problème. Ce qui est important de voir aussi, c'est que tous ces gens qui n'ont pas le même niveau de développement ou de confort de vie que nous,
voilà quoi, ils ont tous envie de vivre comme des Européens avec tous les travers de nos sociétés. Et donc, il n'est pas éthiquement possible de dire voilà, aux Africains, bah non, vous ne développez pas, vous allez produire trop de CO2. Hein. Donc, on ne peut pas résoudre le problème avec le taux de natalité. Il n'est pas éthiquement possible de régler le problème avec le taux de mortalité. Partant du principe que ce sont quand même nos sociétés occidentales qui, historiquement, ont produit le plus clair du CO2 qu'on a largué dans l'atmosphère, c'est quand même à nous de faire quelque chose pour à la fois réduire nos émissions actuelles et puis développer des technologies qui permettent un développement sans trop d'émissions de CO2 et en préservant la biodiversité. Merci pour cette question. Avant de te passer le micro, je me permets juste de rajouter un petit point à ta réponse. J'ai lu personnellement un livre qui m'a beaucoup éclairé sur ce sujet. C'est un livre de Hans Rosling, Factfulness, qui décrit un petit peu notre façon d'analyser le monde qui est biaisée, et donc en se basant plutôt sur des faits et des chiffres, et il s'appuie beaucoup sur la démographie. Donc c'est assez intéressant pour comprendre un petit peu ces sujets. Et il me semble aussi que dans le rapport du GIEC, il y a une stat qui est sortie comme quoi, je crois, c'est 10% de la population mondiale qui émet 50% des gaz à effet de serre. Donc, et ce sont bien sûr les 10% les plus riches. Donc le problème de la démographie, je pense, oui, effectivement, ça a un impact, mais je pense que c'est pas ça le cœur du problème. Disons, ce qu'on va dire, c'est que, je sais pas, un enfant français, je sais pas combien de dizaines de fois il consomme, je sais pas, de CO2 en plus qu'un enfant africain. Donc en fait, celui qui pèse lourd dans la balance de CO2 et dans la balance de biodiversité, c'est pas 30 enfants africains, c'est un enfant français. Moi, j'avais une question concernant les milieux humides. On n'en a pas parlé, mais il me semble qu'ils ne sont pas très en forme. Et je voulais savoir quelle était justement leur part dans cette perte de biodiversité. Et alors, en plus, quand je dis milieux humides, ça recouvre plusieurs choses différentes, avec que ce soit la pollution des cours d'eau, que ce soit la raréfaction des ressources en eau, ou les milieux humides traditionnels avec toute leur biodiversité, quoi. Donc je voulais juste avoir une idée de ce que ça représentait dans tout ça. Alors c'est pas ma spécialité, les milieux humides. Je peux quand même en dire quelques mots. Un avantage pour les milieux humides, c'est qu'on boit de l'eau. Et donc la qualité des eaux est assez surveillée. Et donc les pollutions dans l'eau ont peut-être été mieux suivies que les pollutions dans les sols ou dans l'atmosphère. Donc il y a ça. Par contre, un organisme aquatique, il ne peut pas se sauver. Donc si une rivière est polluée, on va prendre l'exemple d'une rivière, et on le voit par exemple quand il y a des phénomènes d'eutrophisation, donc de pollution organique des rivières, qui font qu'il n'y a plus d'oxygène dans l'eau, tout le monde meurt et on voit des mortalités massives de poissons, ce qui montre bien que voilà, ils ne peuvent pas se sauver. Donc quand il y a un problème, il est visible. Alors sur une des diapos que j'ai montrées sur les pollutions, on peut peut-être y revenir, je continue à parler en remontant. On s'aperçoit en fait que les problèmes sur les cours d'eau, ça va être les barrages. Il y en a énormément.
On peut savoir, alors ça c'était un exemple que j'ai toujours trouvé rigolo, voilà, hein, on a des invasions, on a des disparitions d'espèces. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 19e siècle, en Bretagne, les ouvriers agricoles, dans leur contrat, on disait qu'on ne devait pas leur servir du saumon plus de 2 fois par semaine, ou 3 fois. Tellement il y en avait. Voilà, donc les ouvriers agricoles, en fait, ils en avaient marre de manger du saumon. Donc ils signaient dans leur contrat pas plus de 3 fois par semaine, ou 2 fois, hein, je ne sais plus exactement. Les anguilles étaient des poissons extrêmement fréquents. Il n'y en a plus beaucoup. Donc tout ça, on voit que dans les rivières, ça a extrêmement changé. Donc pollution, barrage, tiens ceux-là, là, les gros silures. Quand il y a des échelles à poissons, des échelles à saumon, ils vont se planquer à la base, comme ça le poisson essaie de remonter. Quand il est fatigué et qu'il se laisse tomber, hop, il y a le silure qui le mange. Donc certaines échelles à poissons sont devenues en fait des fast-food à silure. Donc ça c'est voilà. Et donc les espèces invasives, si tu regardes la carte, tu t'aperçois que c'est surtout le long des fleuves et des rivières et des cours d'eau. Voilà. Et au niveau, j'avais les pollutions aussi, où je te remonte la carte. Et par contre, il y a quelque chose de très intéressant sur un type de... voilà. Non, c'est celui-là. Voilà. Donc ça, on a les pesticides et les petits points violets. C'est, si je ne me trompe pas, les projets industriels sur les cours d'eau. Donc là, on voit bien l'intensité de la pollution sur les cours d'eau. Un autre type de zone humide, c'est les tourbières. Alors les tourbières, elles sont vraiment très très importantes. Alors d'un point de vue biodiversité, parce qu'il y a des super espèces. Les tourbières, en fait, très souvent, elles ont été asséchées. Elles sont toujours en cours d'assèchement pour devenir des terres agricoles. Et il y a des travaux qui sont faits dans certaines tourbières qui montrent en fait que quand on assèche une tourbière, on relâche énormément de carbone. Et que une façon assez simple, à la fois, c'est un petit peu comme éteindre la lumière la nuit, une façon assez simple de préserver la biodiversité et de limiter des émissions de carbone, c'est d'arrêter d'assécher les tourbières et d'essayer de restaurer et remettre en eau celles qui ont été asséchées. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je dis peut-être une bêtise, mais l'ordre de grandeur que j'ai en tête, c'est entre 5 et 10% des émissions carbone au niveau de la France. C'est très gros. Voilà, ça veut dire que y a un levier énorme, c'est-à-dire si on continue à les assécher, on va relarguer énormément de carbone. Et si on les remet en eau, c'est un levier important. On est loin d'un epsilon d'écolo qui a envie d'une petite orchidée. C'est vraiment un levier puissant et facile à mettre en œuvre. Oui. Oui, voilà. Donc elle disait s'il faut donner, pour les gens qui sont en visio, s'il faut donner une priorité, bah oui, éteindre le bouton la nuit et puis ouvrir le robinet pour mettre dans les tourbières. Alors bon, c'est une plaisanterie, hein, bien sûr, mais juste permettre à l'eau naturelle de stationner dans la tourbière. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Bien. Mais écoutez, merci beaucoup encore Marie-Charlotte pour cette belle conférence. Bah, merci à vous. C'était très très instructif, passionnant.
Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Et tous. puis merci à vous tous dans la salle et aussi sur YouTube. Et puis je vous souhaite une bonne soirée.